Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. PVC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy, ici Bondy. Bondy Blog Café. Bondy Blog Café. Jean-Christophe Lagarde, bonsoir. Vous allez bien? Bienvenue à Bondy. Merci. Vous êtes venu en voiture, c'est pas très loin. Non, et puis je connais bien, parce que j'ai passé une année de lycée, un peu trop dans un bar qui n'était pas très loin d'ici. Bon, bah, vous nous faites l'amitié d'être c'est pas là, pareil. dans ce bar qui est en fait notre studio de télévision. Merci en tous les cas d'être venu ici au Bondy Blog. Vous savez, vous connaissez le principe de l'émission. Des jeunes du Bondy Blog préparent cette émission pendant une quinzaine de jours et attendent des réponses un peu plus punchy que l'on peut écouter par ailleurs. Alors, on sait que depuis... oui, pardon, c'est vrai, il faut d'abord commander. On est au bar. Je vais prendre un orangina, s'il vous plaît. Et moi, un Perrier, s'il te plaît, Thaïlande, merci. Jean-Christophe Lagarde, François Hollande vient de s'exprimer dans une longue conférence de presse. J'imagine que vous l'avez suivi parce que vous êtes à la fois député-maire de Drancy, mais vous êtes aussi secrétaire général de l'UDI. Donc, quelles sont vos réactions par rapport à cette conférence de presse? J'en ai écouté qu'une partie, parce que le reste du temps, j'étais dans la voiture. J'en attendais pas grand-chose, et très franchement, j'ai pas été déçu. Jean-Christophe Lagarde, pour vous, pour résumer, ce n'est pas un bon président. Je pense surtout que c'est un président qui sait pas où il va. Ça fait 18 mois Mais qu'il c'est est pas un président. cliché, ça, franchement, parce que depuis sa proposition de candidature au sein même du Parti Socialiste, on a mis cette étiquette sur cette personne, ce personnage, comme quoi il n'est pas compétent d'abord pour être candidat, et encore moins depuis que l'UMP donc a perdu Mais moi, je la parle pas de présidentielle. compétence, je pense que- Qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas de compétence, je dis qu'il ne sait pas où il va. Il nous dit grosso modo, les impôts que je vais faire baisser aux entreprises, il va falloir que je les trouve dans des économies. Depuis 3 budgets, c'est le 3e budget, il n'y a eu qu'1,5 milliard d'économies. Donc comment on finance tout ça? À la sortie, c'est dans la poche des gens, et on le voit tous les jours, des gens qui ont de plus en plus de mal à payer à la fois leurs charges et puis simplement leur vie quotidienne. Est-ce que ce n'est pas une espèce de danger dans lequel nous sommes tous et que peut-être l'heure est venue pour une vraie discussion pour qu'on sache vraiment où est-ce qu'on veut inscrire ce pays dans les 10 ans à venir? Ce que je crains, c'est qu'on ne soit pas très loin d'un accident démocratique. C'est vrai que l'UMP est dans une situation où on ne sait pas très bien, donc ça ne met pas une opposition claire. L'UDI n'est pas en train de se chercher. Progressivement, l'UDI, le MoDem, se rassemble, se regroupe. Ce centre qui était éclaté depuis 15 ans maintenant recommence à se reconstruire. Simplement, ça ne se fait pas en un jour, et l'alternance, Ça fait 15 ans que ça se reconstruit quand même, le centre. Non, pas du tout. Ça faisait 15 ans que ça se divise, et ça fait 1 an qu'on arrive à rassembler les gens. Donc Là, c'est clair. il y a quand même une les différence. courbes ont changé, Il y a quand, alors, les voilà, il y a courbes. quand même une différence entre l'explosion et à un moment donné le fait qu'on se remette autour de la table, qu'on travaille ensemble, qu'on engage d'abord la reconquête territoriale à travers les élections Qui municipales. représente le centre aujourd'hui en France? Un certain nombre de dirigeants, dont Qui incarne dont une politique Bayrou. alternative? Toujours François Bayrou. dont Bayrou et Borloo, et dont d'autres, mais je pense qu'il faut... Ah, mais il n'y a qu'une chaise à l'Élysée, il ne peut pas y en avoir deux. D'accord, mais pour nous, la vie politique, elle ne peut pas se réduire à l'élection présidentielle. Ça, c'est une maladie de la France. Il y a des élections municipales parce que, au quotidien, les équipes municipales, elles peuvent améliorer les choses et soulager les choses. Et ça passe par, pour nous, la reconquête territoriale. C'est le premier travail que nous sommes en train de faire, que j'essaye d'aider à faire en tant que secrétaire général de l'UDI. Viendra le moment de se choisir un président. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas fonctionner, d'ailleurs, regardez le problème à l'UMP. On ne peut pas fonctionner avec une élection présidentielle et 6 mois après, on se pose la question de ce qui se passe dans 4 ans et demi. Les gens s'en foutent et pendant ce temps-là, le pays a besoin d'être gouverné. Donc il faut passer à la 6e, c'est ça? Je pense en tout cas qu'il faudrait profondément modifier la Ve République parce que nous sommes le seul État dit démocratique où le président de la République concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et ça va s'aggraver. Parce que le non-cumul des mandats, c'est très populaire. Pourquoi la droite ne l'a pas changé, ça 10 ans de pouvoir Parce que très simplement, l'UMP n'a pas du tout envie de changer le système de la Ve Personne République. veut changer le système. Nous avons envie de changer le système de la Ve République, mais ce n'est pas nous qui sommes majoritaires, même quand l'UMP était au pouvoir. Le problème en France, c'est que c'est plutôt le FN maintenant qui passe pour le parti qui pourrait vraiment changer le système. Ah ben non, il pourrait le tuer. Donc s'il tue le système et que les gens ne veulent plus vivre dans un système démocratique, dans les valeurs de la République, de liberté, d'égalité, de fraternité, ils peuvent se jeter dans le FN. Mais enfin, vous savez, j'observe quand même que dans les études d'opinion, le FN, pour populaire qu'il soit, avec la démagogie habituelle qui est la sienne,
il est aussi rejeté par 75% de gens qui excluent de voter pour lui. Jean-Christophe Lagarde, le moment où nous avons annoncé votre venue ici, les jeunes du Bondi Blog ont bien évidemment réagi. Certains d'entre eux vous connaissent en tant que député maire, puisqu'ils habitent eux-mêmes Drancy. Drancy est à quelques kilomètres de Bondy. Mais ils ont aussi réagi parce que vous êtes aussi quelqu'un d'assez particulier, puisque vous êtes un homme de droite en réalité pour beaucoup, et avec des prises de position qui parfois s'apparentent à une idéologie de gauche. Donc tout ça, c'est assez schizophrénique dans le débat, et je voudrais vous faire regarder ça quelques instants, et puis après... Je peux quand même vous dire une chose. Oui. En quoi est-il schizophrénique de ne pas décider de prendre une position systématiquement, d'accord ou pas, avec l'alliance politique dans laquelle on est? Et à la limite, un centriste, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'écouter les deux, et puis de faire son choix et de trancher. Qui est au centre. Donc, qui est capable de trancher. Jean-Christophe Lagarde, nous avons demandé aux jeunes du Bondi Blog de réagir à votre venue ici. Donc je vous propose de regarder cette conférence de rédaction du Bondi Blog. Vous réagissez, et puis après, je vous inviterai à rencontrer les jeunes du Bondi Blog. On reçoit Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy et secrétaire général de l'UDI. Quelques mots sur ce député maire que nous connaissons puisqu'il est à quelques kilomètres d'ici, donc à Drancy. Tout le monde voulait aller vivre à Drancy à une époque, surtout les copines de ma mère, parce qu'il y avait la cantine gratuite pour les enfants. D'ailleurs, durant les révoltes de 2005, il s'était positionné différemment du reste de la droite. Et ça lui avait valu les foudres de l'UMP, parce qu'on le déclarait comme le Sarkozy de l'UDF dans le 9-3. Et donc il a su se positionner aussi en faveur des banlieues à un moment où on aurait pu considérer que la droite se serait positionnée différemment. Là où Jean-Christophe Lagarde a quand même été au centre de l'attention, ça a été avec l'affaire Chelgoumi, quand en 2009, si mes souvenirs sont bons, il y a eu Hassan Chelgoumi a été contesté dans la mosquée de Drancy. Lui a apporté son soutien. Il a aussi été condamné parce que justement il a donné des fonds publics. Il a fait du favoritisme sur un appel à projet public. Il essaye de se donner une image de maire très proche, qu'à son blog, qu'à Twitter, vachement ouvert. Mais en fait, on se rend compte qu'il cache quand même beaucoup de secrets à ses administrés. Mais quel est le projet aujourd'hui de l'UDI? À part le fait que Borloo se balade dans les studios de télé... Je pense que les gens ils comprennent pas grand-chose au centre. Entre l'UDF, c'est passé entre le MoDem et le nouveau centre. Ensuite l'UDI, ça change de nom toutes les 48 heures, on a l'impression. S'ils veulent vraiment avoir un poids important, il faut qu'ils maintiennent un nom, qu'ils maintiennent les mêmes personnes à la tête de leur parti. Là, on n'y comprend pas grand-chose et à mon avis, ça leur provoque plus de tort que de bénéfices pour l'instant. Moi, je suis pas tellement d'accord parce que je préfère encore me concentrer sur le centre plutôt que de repartir sur les choses aisées qui seraient de se concentrer sur l'extrême. J'ai l'impression qu'il y a une place pour eux, quoi. Il y a une place pour le centre, il y a une place pour les Lagarde, Borloo et compagnie. En ce moment, la droite est en galère complète, ils n'ont pas de programme, ils sont au fond du trou dans les sondages et il n'y a personne au centre. La gauche déçoit. Il y a personne, et la gauche déçoit, il n'y a personne au centre, c'est pas possible. C'est le moment ou jamais pour eux, on a l'impression que dans l'histoire, là, c'est leur moment, quoi. Et en fait, il n'y a personne qui vient. Non, mais la question, c'est pourquoi toute cette thématique des banlieues n'est pas portée d'un point de vue national par 15 ou 20 élus importants et qui en parlent, comme on parle notamment pour les agriculteurs, pour les viticulteurs, pour les Bretons. C'est ça la grande difficulté des élus de banlieue, c'est que quand ils sont sur la scène nationale, ils ont peur d'avoir l'impression de prêcher que pour leur paroisse et de jamais pouvoir parler à toute la France et donc jamais être présidentiable. Dans les quartiers, il est à gauche et nationalement, il est à droite. Peut-être que c'est ça en fait. Alors, Jean-Christophe Lagarde, vous répondez à Kaina, ici vous êtes à gauche et à l'Assemblée nationale vous êtes à droite? Beaucoup de clichés. Beaucoup de clichés dans ce que j'ai vu. D'abord, le fait que la droite, ce soit un seul morceau. Or, il y a des gens différents, entre guillemets, comme à gauche d'ailleurs, des gens différents et qui ont des sensibilités politiques différentes. Ensuite, sur l'action municipale, à Drancy, j'ai pas le sentiment que la population ait la même image. Comment se fait-il qu'on puisse être maire élu au premier tour à quasiment 70%? Il y a un problème, je suis pas le mieux placé pour le dire, mais je pense qu'on a essayé de bosser à un redressement d'une ville qui était en train de s'effondrer et de se ghettoiser, comme malheureusement beaucoup de villes. Après 70 ans de communisme, en gros. Oui, comme malheureusement beaucoup de villes autour de nous. Mais au niveau du centre droit, est-ce que vous ne vous sentez pas finalement seul ici en Seine-Saint-Denis?
Est-ce que vous vous sentez cerné par le PS, les restes du Parti communiste? Et pourquoi les gens du centre droit, de la droite, ne viennent pas investir un territoire comme la Seine-Saint-Denis? Alors d'abord, je ne suis pas seul. Je vous ferai remarquer qu'à Noisy-le-Sec, aujourd'hui, le maire est un maire UDI, qu'à Épinay, Hervé Chevreau n'est pas UDI, mais il est très proche de nous, au Bourget, à Beaujour, donc il y a un certain nombre de maires. Donc la sociologie bouge, c'est ça, vous voulez dire? Oui, la totalité des maires UDI, quand les gens en ont fait l'expérience, ont été réélus au premier tour avec environ 60% des voix. Borloo dit souvent un truc assez juste. Quand vous êtes maire, le problème, c'est d'arriver à emmener tout le monde dans la même direction, peu importe l'opinion politique de la personne, du moment qu'on réalise le projet. Écoutez, moi je vais vous emmener voir les jeunes du Bondi Blog. Donc si vous voulez terminer votre jeu, ça y est, c'est fait. Donc on va les rejoindre pour donc répondre à toutes leurs questions. Bondi. Blog. Café. Bondi Blog Café. Gabriel, garde l'anonyme. Jean-Christophe Lagarde, merci encore une fois d'être venu ici au Bondi Blog. Je rappelle que vous êtes député maire de Drancy et secrétaire général de l'UDI. Vous avez donc accepté l'invitation de Kaina Ossini, de Jonathan Solier et de Claire Diao, donc les 3 blogueurs qui ont préparé cette émission. Avant de vous laisser donc débattre avec nos 3 blogueurs, je vais vous laisser regarder le portrait réalisé par Giuseppe Avige. Avant, quand on disait Lagarde, on pensait tout de suite à Christine, ministre de l'économie et présidente du FMI. Mais ça, c'était avant. Moi, je veux vous parler de Jean-Christophe. Monsieur Lagarde, jeune de la politique, devenu baron pour avoir mis à terre la vieille garde communiste et déboucler la ceinture rouge. Jean-Christophe Lagarde, c'est un centriste de combat. Il est tombé dans la politique et déjà au centre tout petit, puisqu'il était militant de l'UDF dès l'âge de 20 ans. À 21 ans, il fait la campagne de Raymond Barre. Il devient président des Jeunes Démocrates Sociaux. Et puis, à 26 ans, il va défier l'un des poids lourds du Parti communiste, Jean-Claude Guessot, déjà à Drancy, aux législatives. 2 ans après, il va au municipal à Drancy. Il met en ballottage le maire communiste qui était là depuis 36 ans. Et puis, en 2001 et en 2002, il rafle et la mairie de Drancy et la circonscription, les législatives, également à Drancy. C'est une vraie performance qu'il fait, puisque c'était la ceinture rouge qu'on appelait à l'époque, c'était un vrai bastion communiste, et il est quasiment d'ailleurs le seul de centristes à avoir comme ça remporté et une ville et une circonscription en Seine-Saint-Denis. Donc il s'est battu, tout simplement. Il est aussi un adepte des coups d'éclat, je dirais, puisque il s'est taper du poing sur la table quand il le faut. On l'a vu récemment aller manifester devant le syndicat des transports à Saint-Lazare pour réclamer une station de métro à Drancy. Il va aussi s'apprêter à porter plainte contre l'État pour dénoncer les dangers de la gare de triage qui, selon lui, transporte des matières dangereuses qui pourraient mettre en danger les habitants. Il suit en 2007 pendant la campagne présidentielle, il est le porte-parole de François Bayrou, et puis après le premier tour, il prend ses distances par rapport à Bayrou, et donc il va finir par, il rejoint le Nouveau Centre, qui d'ailleurs il va quitter quelques années après. Sur l'Europe, il se prononce contre l'élargissement, il vote contre le traité constitutionnel, alors que l'Europe c'est vraiment quelque chose qui est très identitaire pour les centristes. Il a pris position pour la dépénalisation du cannabis, il a été un des rares députés à droite à voter pour le mariage pour tous. C'est effectivement des prises de position qui marquent et qui relèvent, à mon avis, d'une stratégie originale pour essayer de garder un électorat fort, que ce soit à gauche ou au centre. Aujourd'hui challenger, Jean-Christophe Lagarde peut-il convoiter un poste de ministre, voire devenir le poulain du centre pour les présidentielles ? Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a déjà beaucoup de candidats à droite et même au centre. Il y a déjà, ne serait-ce que François Bayrou et Jean-Louis Borloo. Mais il est encore très jeune, et donc tous les espoirs lui sont permis. Un poste de ministre, j'imagine que oui, bien sûr que ça devrait l'intéresser. Je dis, quand on fait de la politique, au plus haut niveau, on a envie d'être ministre. La stratégie qu'il développe actuellement est quand même clairement une preuve de son ambition, que ce soit pour le département, où il essaye de mener la vie dure à l'UMP pour s'imposer en tant que le leader de la droite et du centre en Seine-Saint-Denis, ce qui peut laisser penser qu'il a des ambitions un peu supérieures à celles de député-maire de Drancy. Voilà, c'était donc un portrait réalisé par Giuseppe Avige. Claire Diao.
Alors, comme Monsieur Lagarde, quand j'ai su que vous veniez au Bon du Blog Café, j'ai interrogé mon entourage et tout le monde m'a dit ne pas vous connaître. Donc, j'ai fait des recherches numériques. Et puisque vous avez un blog et un compte Twitter, vous êtes assez dynamique sur Internet, mais vous arrivez en 3e page de référencement Google, derrière Christine. Bien sûr, Christine, mais aussi Sébastien Lagarde, un graphiste, Michel Lagarde, un décorateur, Stéphanie Lagarde, une actrice. Donc, comment exister en tant qu'homme politique quand médiatiquement, vous avez beaucoup d'homonymes? Je ne me lève pas tous les matins en me posant cette question. Tous les matins, je me lève en me demandant comment j'arrive à faire mon boulot, de maire d'une part, de député d'autre part, et d'essayer de participer. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est des journalistes. Donc un journaliste, c'est là pour un peu tordre les sujets. Je vous prends un exemple. Il y en a un qui dit il fallait que par stratégie, j'aurais voté pour le mariage pour tous ou que je suis pour la dépénalisation du cannabis. J'étais pas maire de Drancy, je disais la même chose. J'étais pas député, je disais la même chose. Il faut que je dise le contraire parce que je le suis aujourd'hui ou pour développer une stratégie politique. C'est juste idiot comme réflexion. Justement, sur une position que vous avez prise très récemment, donc il y a eu 2 déraillements de trains avec des substances dangereuses ces 15 derniers jours et vous avez porté plainte d'ailleurs contre l'État. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on vous entend uniquement en période électorale sur cette question. Vous n'avez pas porté plainte avant et on vous entendait très peu sur ce sujet auparavant. Pourquoi ? Vous avez mal cherché. Ça fait 2 ans que j'étais tout seul, en l'occurrence, à expliquer, parce que j'avais eu une fuite des services de l'État qui montrait le danger que courait la population. C'est pas moi d'ailleurs qui dit qu'il y a un danger. Bontin qui a écrit un article là-dessus. C'est pas moi qui dis ça. C'est l'État qui le fait dans une étude de danger. Et pourquoi porter plainte que maintenant ? Eh bien, attendez, je vais vous expliquer. L'État gardait ça au secret, a publié ça en avril 2013. On est, 8 mois après. J'ai demandé une contre-expertise de l'étude de danger qu'il faisait, qui montre d'ailleurs que c'est plus grave que ce qu'il nous raconte. D'accord ? Et à partir de cette étude, j'ai demandé à l'avocat de la ville de préparer une plainte qui permette effectivement de mettre devant leur responsabilité le préfet, le ministre des Transports et tous ceux qui ont participé à minorer ce danger. Je me suis battu il y a 2 ans. Aucun des élus du coin, à l'exception du maire du Bourget, ne croyait à ce que je racontais. On me disait « mais non, vous inquiétez pas », etc. Tout le monde était content. Et quand maintenant les mesures de l'État arrivent, qu'on n'a plus le droit de construire, qu'on ne peut pas revendre en réalité les biens parce qu'ils se sont dépréciés, qu'il y a des alertes 2 fois en 15 jours sur la gare de triage, même la population... Je vais vous raconter une anecdote, juste une anecdote. Je peux vous ramener tous les journaux municipaux et les articles du Parisien, sauf qu'à l'époque, ça n'intéressait personne. Maintenant, ça intéresse les gens. Justement, ça intéresse aujourd'hui, mais ça intéresse pas beaucoup de monde parce qu'on a Drancy, donc une ville du 93, la gare de Drancy longe Blanc-Ménil aussi. Est-ce que si ces trains passaient dans les Hauts-de-Seine, il y aurait ce problème-là ? Évidemment non, c'est ce que j'ai déjà déclaré plusieurs fois à la radio et à la télévision. Parce qu'on a dit que vous saviez taper du poing sur la table. Si on était à Neuilly-sur-Seine, si on était dans le 16e arrondissement, évidemment qu'ils auraient trouvé une solution, parce que l'étude en question, elle dit 2 choses. Elle dit s'il y a une fuite, il y a une population, en réalité supérieure, mais admettons leur chiffre, de 30 000 personnes qui sont en danger de mort. D'accord ? Et la seule conclusion qu'en tire l'État, c'est on va laisser la population là, on va laisser les trains là, mais on ne veut pas plus de population. Parce que 30 000 morts, c'est acceptable, mais 31 000, c'est inacceptable. Vous voulez que je tape du poing sur la table, comment ? Moi, je vais compléter la question de Kaïna. Est-ce que, finalement, la parole de la Seine-Saint-Denis que vous représentez d'une manière ou d'une autre est minorée, exclue, voire minimisée par rapport à d'autres possibilités, d'autres communautés d'agglomération, par rapport à d'autres lobbies, entre guillemets, ici en France? Mais en fait, c'est lobby contre lobby, parce que je suis en train de me battre contre RFF, la SNCF et l'industrie chimique, et que, évidemment, nous, on ne fait pas le poids, entre guillemets, en Mais quand vous dites nous, c'est quoi? C'est les élus UDF? Parce que si ça visait une population de décideurs qui sont tous regroupés dans les mêmes quartiers de la région Île-de-France, ils n'auraient aucun problème. Monsieur, on va changer de sujet, Claire Diao. Le 28 juin 2013, vous avez été innocenté par le tribunal de Paris concernant un procès pour diffamation contre Hugo Portier-Thomasin. Donc vous avez été innocenté par le tribunal, mais votre association a néanmoins reversé plus de 51 000 euros à votre mairie. Alors quel est le lien? Aucun. La condamnation dont vous faites état, c'est un truc qui en réalité date même d'avant moi. Ça a été démontré à l'époque, depuis 1997 je crois, donc avant que je sois maire, les services municipaux commandaient des tentes, des tables et des chaises sur des sociétés, et en fait c'était pas regroupé au même endroit, donc ils n'ont pas fait de marché public. Et donc, comme je suis le maire, je suis responsable de ce qui se passe, et la justice, considérant la situation, m'a demandé de payer une amende de 5 000 euros
grosso modo, pour faire simple, même si ça va coûter 5 000 € accessoirement, grosso modo... Vous avez plaidé coupable, c'est ça? Oui, j'ai plaidé coupable. Je suis responsable en tout état de cause. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les services faisaient... Vous croyez que je m'occupe de la location des tables et des chaises à la ville de Drancy? Simplement, on faisait une bêtise, c'était mal organisé, et comme c'est moi qui suis responsable de l'organisation, c'était à moi de l'assumer. Voilà la condamnation. Pour ce qui concerne le fait d'être innocenté, non. Monsieur Portier-Thomasin, le fils du maire de Bondy, était en train de m'accuser d'avoir effectivement commis une infraction au code des marchés publics dans la construction d'une tribune. J'ai été totalement innocenté. Il a même été condamné en diffamation. Il se pourvoit maintenant en cassation. Troisième sujet sur l'association, ça n'a strictement rien à voir. Cette association, la justice lui a demandé de rembourser, elle a accepté de rembourser. D'accord. Mais 51 712 €, c'est quand même une somme énorme. Pardon? 51 712 €. Parce qu'ils ont cumulé 5 ans de mise à disposition de matériel. 5 ans. D'accord. Je vous ferai remarquer que des associations de toute nature d'ailleurs bénéficient de subventions et d'aides matérielles. Celle-ci n'avait jamais eu la moindre subvention. Et elle a remboursé. Jean-Christophe Lagarde, on va rester justement dans le domaine judiciaire, puisque vous le savez, depuis quelques jours, on a beaucoup parlé de l'affaire Dieudonné, donc c'est parti jusqu'au Conseil d'État. Je vais vous proposer d'écouter d'abord les réactions des jeunes du Bondy Blog, et ensuite on réagira sur ce qu'on appelle l'affaire Dieudonné-Valls. Pour moi, Dieudonné, là, ça vire à l'hystérie. On a l'impression, chaque jour, n'importe quel éditorialiste, boulanger du coin a envie d'écrire une tribune pour dire à quel point il est dangereux. Pour moi, on lui rend service. Ça sert toute sa rhétorique d'ennemi public numéro 1, d'antisystème. Et puis, ça ne va pas empêcher les gens d'aller le voir, au contraire. Ça sert 3 personnes, Dieudonné. Ça sert Dieudonné en premier lieu parce qu'il se place en tant que victime et victime d'un complot politico-médiatique. Ça sert le FN parce que justement, elle permet de se mettre au-dessus. On voit bien les vœux de Marine Le Pen qui dit le FN, c'est la vraie France, on s'occupe des vrais problèmes de la vraie France. Et enfin, ça sert Manuel Valls, qui a créé la polémique dans un moment où il n'y avait rien du tout dans les médias. Dieudonné, est-ce qu'il faut l'interdire ou pas? La question, c'est pourquoi on en parle, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé du jour au lendemain parce qu'il y a un pauvre guignol qui a fait des quenelles à l'écran où là, on a découvert Dieudonné alors qu'on est en période préélectorale et tout le monde, pour moi, tout le monde, et on y est dedans, on tombe dans le panneau. Alors, question, Claire Diao. Alors Jean-Christophe Lagarde, si vous aviez été ministre de l'Intérieur, quel sens auriez-vous donné à cette polémique? Déjà, si j'avais été ministre de l'Intérieur, j'aurais pas fait de la pub autour de tout ça, parce que je pense qu'on lui a fait une pub formidable, alors que ce gars n'est pas un artiste, c'est un militant politique. Je rappelle d'ailleurs qu'il a présenté des listes aux élections européennes il y a quelques années, qu'il a même des combats et des valeurs communes avec la famille Le Pen. Il s'était d'ailleurs clairement affiché avec eux, et notamment sur l'antisémitisme. Non, mais on peut faire de la politique et après faire du spectacle. C'est le cas par exemple de Bernard Tapie. Très bien, mais on ne fait pas l'inverse. Parce que Bernard Tapie, pendant qu'il faisait des pièces de théâtre, il n'y avait aucun message politique dedans. Et là, il prend prétexte, entre guillemets, de l'humour pour passer des messages qui sont profondément contraires aux valeurs de la République. Deuxième point, je pense qu'il y a derrière ça une opération de la part de Manuel Valls, à la fois pour se porter en avant, il sait très bien le faire, mais dont il n'a pas mesuré les conséquences. Parce que, Dieudonné, tout le monde connaissait, bien sûr, mais le contenu précis, le détail, etc., pas vraiment. Mais au nom de quoi? Un type qui est condamné, qui ne paye pas ses condamnations, c'est un militant anti-système? Mais on se fout du monde. Ça veut dire qu'il sort de la République et qu'il fait ce qu'il veut. Ce qui me surprend, M. Lagarde, c'est que vous êtes très très critique envers les Le Pen, envers le FN en général. Pourtant, vous avez soutenu Nicolas Sarkozy lors de la campagne de 2012, qui a fait une campagne très à droite. Certains ont même dit aux limites du Front National. Est-ce qu'il faut interdire le Front National? Non, parce que je pense... Moi, je suis voltairien de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je n'aime pas ces idées-là, mais je vais me battre pour qu'ils puissent les exprimer. Parce que quand vous interdisez... Quand vous interdisez, vous ne réglez pas le problème. D'accord? Non, je me moquais dans le tweet de Manuel Valls, d'une certaine façon, en disant, tiens, vous interdisez l'un, mais pas l'autre. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pour faire monter l'autre? Parce qu'en fait, on est à quelques mois des municipales et que le vote d'extrême droite, c'est la seule chance pour beaucoup d'élus socialistes de pouvoir s'en sortir. Parce que tout ce qui ira sur l'extrême droite permettra à un maire socialiste de se faire réélire. Monsieur Lagarde, vous, ce que vous pensez, c'est la stratégie Mitterrand. C'est en termes de manipulation politique. Vous pensez que l'extrême droite, c'est l'allié du PS. Il essaye de... En gros, le PS fait grossir le FN pour récupérer et sauver quelques maires socialistes. C'est ce que vous avez dit. Mais ça vous profite aussi, entre nous. Ça vous profite. Non.
Justement. Eh bien, bah si. Pardon, mais là, de ce point de vue-là, c'est purement de la mathématique. Parce que toute voix qui va sur une liste d'extrême droite, c'est une voix qui ne va pas à une alternance politique. Et donc vous c'est savez, la faute du Parti Socialiste, finalement. Vous savez, non, si le FN est dangereux. Il s'en sert. Alors d'abord, je pense que pour le compte, non, ça n'a rien à voir. La dangerosité du FN, un petit peu. non, il faut écouter une réponse pour pouvoir la comprendre. Oui, la dangerosité du FN, en l'occurrence, elle est intrinsèque, c'est dans ce qu'il prône, c'est dans ce qu'il dit. Mais qu'après le Parti Socialiste, depuis toujours, sous Mitterrand et encore aujourd'hui, s'en servent pour essayer de se protéger électoralement, bien sûr. C'est un secret pour personne que quand il y a une triangulaire où vous avez un candidat socialiste, un candidat de droite ou du centre et un candidat FN, le candidat socialiste multiplie ses chances par 2 d'être élu. Et après, vous allez me dire que ce n'est pas leur allié objectif ? Jean-Christophe Lagarde, je voudrais revenir sur cette affaire Dieudonné. Est-ce qu'il n'y a pas un malaise en France à finalement devoir se positionner, cette injonction finalement idéologique à se positionner soit pour ou soit anti ? Alors qu'en réalité, il y a des nuances, il y a une réflexion. Là, par exemple, les gens qui ont défendu l'idée que Dieudonné puisse se produire à Nantes ont plutôt défendu la liberté d'expression. Or, on a vu que c'est l'inverse. Donc, est-ce que là, c'est pas quelque chose qui est plutôt dangereux, ne serait-ce que pour la liberté tout court ? Est-ce que j'étais en train de dire que c'était tout noir ou tout blanc ? J'étais en train de dire que il y a, à mon avis, une limite à la liberté, c'est celle des autres. C'est une vieille phrase, mais à laquelle je tiens beaucoup. Mais c'est la justice qui doit décider. Exactement, exactement. Et la justice avait décidé de condamner, en l'occurrence, les meetings de ce monsieur. Il ne payait pas, et je me demande bien pourquoi on ne lui faisait pas payer, sous le pouvoir précédent comme sous le pouvoir actuel, puisque sur les 7 condamnations, il y en a qui ont eu lieu avant. Et pourquoi on décide d'en faire un symbole médiatique maintenant, plutôt que de lui faire passer la loi avec toute sa rigueur. La rapidité avec laquelle le Conseil d'État s'est prononcé suite au tribunal administratif à Nantes, et l'impression générale, ça a été qu'en fait le ministre de l'Intérieur avait dicté l'attitude au Conseil d'État. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est un grand service rendu à Dieudonné. On va poursuivre sur les questions d'actualité. On parle beaucoup de la France ici. Il y a une espèce comme ça de French bashing, mais presque interne. Et puis on s'est rendu compte il y a quelques jours qu'une journaliste américaine s'est aussi amusée à nous décrire, à nous épier finalement, à nous chercher les poux dans la tête. Et on a demandé aux jeunes du Bondi Blog de réagir. Et puis après, on vous demandera si effectivement la France est aussi macabre que la description dans cet article de Newsweek. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre ce France bashing généralisé. La France, qui est un nain démographique, en tout cas, ça c'est vrai, 65 millions d'habitants, reste malgré tout une grande puissance économique, 5e puissance mondiale. Nous, on s'était posé la question au moment des obsèques de Nelson Mandela, quand on a vu que François Hollande avait été invité, Nicolas Sarkozy également, et que personne n'avait pris la parole, et qu'on avait laissé les pays comme l'Inde s'exprimer. Et donc, voilà, c'est un signe fort qui dit que la France n'a plus vraiment de voix forte. On est un peu peut-être victime du nombrilisme, voilà, et peut-être l'hégémonie française qui a été vraie, mais qui est passée. Et le temps a passé, et puis le monde a évolué très vite, et on n'a pas été capable, en fait, de se mettre à la page. On a quand même l'impression, quand on nous attaque de l'extérieur, qu'il faut riposter, mais on riposte sur le papier, et on riposte pas vraiment. Et ça, c'est vraiment dommage. Kaina. Alors, moi, j'ai lu cet article, en fait, de la journaliste américaine. C'est plein de préjugés. Après, c'est son opinion. Elle pense ce qu'elle veut. Ça fait des années et des années qu'il y a plein de journalistes qui écrivent de cette sorte sur les jeunes de banlieue. Ce qu'elle a fait, cette journaliste américaine, c'est finalement ce que des journalistes français ont fait sur nous. Pendant des années, on a l'impression d'être jugés constamment par des journalistes qui ne connaissent pas trop nos quartiers, mais qui viennent ici et qui en parlent de cette manière. Est-ce que vous vous êtes senti un peu... comme moi, avec cette espèce de parallèle, parce que vous aussi, vous êtes un gars du 9-3 finalement. Honnêtement, j'ai pas fait le parallèle, mais vous n'avez pas tort. J'ai d'abord trouvé ça parfaitement ridicule. Moi, je suis allé 6 mois aux États-Unis quand j'étais jeune pour essayer d'apprendre un peu l'anglais. Je me retrouvais dans une fac. Les 3/4 des étudiants américains sont infoutus de mettre l'Europe sur une carte. Donc le jugement que les Américains portent sur notre pays, en connaissance ou pas de cause, je m'en tamponne pour vous dire les choses telles que je les pense. Bon. Surtout que ça revient régulièrement. Mais tous les bien 3 sûr. ans, il y a un papier. Et je trouve encore plus ridicule d'ailleurs cette espèce de réaction franco-française en disant « Ah non, non, on n'est pas comme ça, on est les meilleurs. Oui, ». Voilà, excusez-moi, c'est juste con. Est-ce qu'il y a parce une que des problèmes, on en a, et on aurait besoin de se regarder clairement. Alors après, pour aller sur le parallèle... Sur l'indignation sélective qu'évoque finalement... Oui, bien sûr, vous avez raison. Pardon de vous dire qu'en dehors de chez nous, le reste de la France s'en fout. Moi, j'avais été frappé d'un événement en 2005. À l'époque, Villepin, totalement paumé par ce qui était en train de se passer, convoque une 40aine de maires à Matignon. C'est la première fois de ma vie que j'allais à Matignon. Et il y avait des maires communistes, socialistes, centristes, UMP, etc.
En fait, on disait tous la même chose. C'était que des maires de banlieue, et on disait tous la même chose parce qu'on gère les mêmes difficultés. Et que donc on a les mêmes réalités, je veux dire, quelles que soient les options. Et ça stupéfiait à l'époque de Villepin, Sarkozy et les autres ministres qui étaient là, puis surtout les collaborateurs, les technos qui étaient autour. Ils n'en ont jamais tiré de leçon. Moi, le seul truc que j'avais dit à la sortie de Villepin, c'est si vous écoutez, monsieur le Premier ministre, ce qui vient d'être autour de la table, vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de différence sur le diagnostic. Simplement, à un moment donné, il faut accepter l'idée qu'on ne concentre pas toutes les difficultés dans certains quartiers et s'étonner de temps en temps que ça ne se passe pas bien. Jonathan. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'UDI est un parti indépendant, que ce n'est pas une branche de l'UMP. Et j'ai l'impression que, notamment sur la place de la France dans le monde, on entend beaucoup de critiques de l'UDI depuis que François Hollande est président de la République, qu'on n'entendait pas du tout quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Est-ce que c'était Nicolas Sarkozy qui vous demandait d'être pas trop critique, ou est-ce que simplement vous avez découvert il y a un an que la France n'avait plus sa place magnifique dans le monde? Vous avez une façon de poser la question qui est assez curieuse. Arrêtez-moi si je me trompe, si l'UDI était, vous savez très bien que c'est un parti indépendant politiquement, financièrement, qui a ses groupes parlementaires et son expression propre. Donc le si, c'est déjà introduire, pardon, quand même. Deuxièmement, non, l'UDI, n'existait pas. 2, vous vous adressez à la plus mauvaise personne. Si je peux me permettre, vous vous adressez à la plus mauvaise personne pour ça. Je n'ai pas appelé à voter Nicolas Sarkozy en 2007, je suis le seul. D'accord ? Et quand il a fallu signer l'appel de Marianne, parce qu'il y avait les dérives de Sarkozy, les premières sur Saint-Jean-de-Latran, etc., je l'ai signé. Et quand il a fallu voter la réforme, un certain nombre de réformes et des budgets, je ne les ai pas votés. J'ai même parfois voté contre. Donc j'ai toujours fait ce que je voulais. Alors c'est ce qui fait qu'on m'apprécie plus ou moins, entre guillemets, y compris chez mes propres amis. Je fais ce que je crois. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Objectivement, aujourd'hui, la France, est-ce que c'est encore le pays qui pourrait donner des leçons au monde entier? Est-ce que c'est encore une grande puissance? Ça l'est plus depuis longtemps. La vérité, c'est que le reste du monde commence à se foutre de nous, pas parce qu'on aurait tel ou tel défaut ou telle caricature, parce qu'on n'est pas capable de regarder nos propres difficultés. Et qu'on n'est pas capable de s'occuper de sa propre banlieue. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'était intéressant. Vous avez dit tout le monde s'en fout. Mais ce qui s'est passé en 2005, c'est que tout le monde s'en foutait de la banlieue, et la banlieue, elle a explosé. Et le Bondi Blog est né. Et ça continue. Oui, mais on ne peut pas s'en foutre de la banlieue. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, et tout le monde s'en fout. Mais dans ce cas-là. L'image de la France souffre énormément de par les difficultés générées dans les banlieues. Elle souffre. Mais la Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune. On ne peut pas s'en foutre, monsieur Lagarde. C'est pas moi qui m'en fous. Non, ils s'en foutent pas. Oui, mais non, mais je veux bien vous croire. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était important quand même. Je vous dis que quand vous voulez parler de ça sur un grand média national, etc., c'est pas intéressant. Voilà ce qui vous est répondu. C'est pas le sujet qui excite du moment. Voilà. Jamais. C'est jamais le moment. Il faut mettre des bonnets rouges alors. Sauf quand ça pète. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec les deux excès. Ouais. L'excès de celui qui pète les plombs et l'excès de celui qui veut absolument lui taper sur la tête. Personne ne se posant la question du pourquoi, au départ, ça explose. Sincèrement, Jean-Christophe Lagarde, on a plutôt le sentiment que la Seine-Saint-Denis n'est pas représentée, qu'il n'y a pas une unité, en tout cas, il n'y a pas ce que disait tout à l'heure Jonathan, c'est-à-dire une façon de transcender finalement les clivages politiques au service de la réalité de ce département. Sur ce point, si je peux me permettre, vous vous trompez, parce que moi, ça a été ma principale découverte en devenant maire, c'est qu'en réalité... quand on a des difficultés, des dossiers à gérer, etc., entre les élus de différents mouvements politiques... Oui, c'était le cas avec Claude Dillin et Éric Raoult, par exemple, qui étaient deux bords opposés et qui se regroupaient assez facilement, honnêtement, pour défendre les mêmes choses. Mais pour le faire entendre en dehors de la Seine-Saint-Denis, en dehors des administrations, vous vous heurtez à une démocratie médiatique qui est plus médiatique que démocratique, c'est-à-dire qui ne traite jamais les sujets, qui s'attache aux apparences et jamais au fond. Alors, on va justement aller à Aulnay, c'est pas très loin d'ici, où Iman Yousfi s'est intéressé à la fermeture prochaine donc de Peugeot Aulnay avec ce reportage, et notamment en termes de reconversion donc des futurs chômeurs de PSA. Une justification à la fermeture de l'usine d'Aulnay. Les actionnaires, c'est eux qui nous coûtent cher. C'est eux qui licencient, qui ferment les usines, et c'est eux qui ramassent le profit et les bénéfices. C'est la première fois que... 12 juillet 2012, la direction de Peugeot annonce la fermeture de ce site, PSA Aulnay. Un an et demi après, que deviennent réellement ces employés? Chômage ou reconversion, personne n'est logé à la même enseigne. Abdallah, t'as passé combien de temps dans cette usine PSA Aulnay? 13 ans. T'as fait quoi comme poste exactement? J'étais à la chaîne, j'étais opérateur. Et 4-5 ans après, je suis passé à ce qu'on appelle polyvalent. Mais aujourd'hui, tu es revenu à l'usine. On voit que la porte 3, elle est carrément fermée, cadenassée. Comment ça se passe à l'intérieur? C'est le désert.
C'est le désert, tout est démonté, le montage n'est plus le même, il est même interdit à l'accès. Ceux qui soi-disant, qui doivent travailler, ils ne travaillent pas, ils n'ont plus de travail, les chaînes elles sont démontées, donc ils restent entre eux dans les UP à discuter. Comment ils la vivent cette fermeture? Est-ce qu'ils ont réussi à retrouver un emploi? Comment ça se passe pour eux? Malheureusement, la majorité, c'est tous pareil. Ils sont tous au chômage, ils sont tous à la recherche d'emploi. Il y en a très peu qui ont pu être reclassés. D'autres encore se sont reconvertis, comme Franck, devenu ingénieur du son auto-entrepreneur et rappeur, passion qu'il cultivait bien avant la fermeture. J'ai passé mon bac à Aulnay, bac que j'ai pas eu. Et ensuite, j'ai arrêté l'école. Je suis tout de suite parti en intérim, qui m'a proposé de travailler de nuit à PSA en tant qu'intérimaire. Je me suis dit pourquoi pas, de nuit, ça me permet de faire la musique le jour. Au bout de 7 ans de boîte, je suis devenu moniteur de ligne. J'ai beaucoup de collègues, de camarades qui sont venus et qui m'ont dit « Cash, il faut à tout prix que là tu fasses une chanson sur ce qui se passe. » Au rythme de leur discours bien ficelé, culpabilisant. Pendant que le monde tourne comme leur moteur, le nôtre s'effondre au profit de certains saboteurs. Ça permet aussi de ne pas faire oublier cette fermeture pour montrer aux gens ce qui s'est passé chez nous et les mettre en garde sur ce qui pourrait se passer chez eux aussi. Et l'après PSA, ça se passe comment? On vit un petit peu au jour le jour. C'est sûr que moi, j'étais beaucoup plus inquiet pour les autres que pour moi au moment de cette fermeture. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans un âge où je peux encore me refaire assez facilement. Quand on arrive à 50 ans, on est quand même loin de la retraite, mais on est loin des 30 ans aussi. PSA, patron saboteur d'avenir. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir là tout ce parking vide? Ça me fait de la peine, honnêtement ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour les gens comme moi qui se retrouvent à Pôle emploi, ça me fait de la peine pour le département 93, ça me fait de la peine pour la ville d'Aulnay. La fermeture de l'usine a un impact économique et fiscal considérable. 7 millions d'euros en moins dans les caisses de la ville. Avec le départ de 700 à 800 salariés l'an dernier, la municipalité a déjà perdu près de 640 000 euros. Et ce parking, qui habituellement était surchargé, est devenu un véritable désert urbain. Voilà, donc c'était un reportage signé Iman Yousfi. Kaina. Oui, alors en fait, moi, la dernière fois, j'ai pris le métro et il y avait une dame qui parlait à côté de moi. Elle disait à sa copine, ou je ne sais pas si c'était de sa collègue, elle disait « Oui, avant, nos bureaux, ils étaient à Saint-Lazare et tout, c'était trop bien. Maintenant, ils sont à Saint-Denis, je ne te raconte pas la galère. » Donc, en fait, le truc, c'est comment faire pour, déjà, encourager les entreprises à embaucher dans le 93 et deuxième point, pour démystifier, en fait, dédramatiser le côté « Je travaille dans le 93, on va m'arracher mon sac ». L'erreur formidable qui a été commise à la Plaine Saint-Denis et qui malheureusement est reproduite en ce moment, c'est qu'on n'a pas adapté les systèmes de formation du département pour ça. Ce qui fait que les boîtes, elles arrivent avec leurs employés. Vous regardez à la Plaine Saint-Denis, c'est même caricatural. Le RER déverse tous les employés et repartent. Donc nous, on est là et on voit passer les emplois sous le nez. En gros, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec ces futurs chômeurs de Peugeot. Ils ne pourront absolument pas avoir accès aux emplois qu'on crée actuellement en Seine-Saint-Denis. C'est clair. Il faut qu'on ait les formations en amont et que l'éducation nationale, avec les entreprises, il ne faut pas qu'ils soient séparés. Comment faire alors concrètement ? Concrètement, il faut que l'éducation nationale, avec les entreprises, définisse les besoins et donc les formations qui vont avec. Est-ce qu'on peut s'adapter en termes de formation au nombre d'emplois qu'on développe ici? Parce que sinon, vous ne les ferez jamais recruter. Deuxième chose quand même à Saint-Denis, quand vous avez entendu ça, un problème réel et sérieux des entreprises qui se sont installées, c'est que leur personnel se plaignait pas tant d'être dans le 93, parce qu'ils y sont si peu, entre guillemets, en termes de profondeur, ils sortent à peine Paris, qu'en termes d'insécurité réelle au pied de ces entreprises-là. C'est un vrai sujet. Et quand François Hollande propose 50 000 emplois en 2014, là, à sa dernière conférence de presse, d'où sortent ces emplois? On a l'impression qu'en fait, les politiques jonglent tout le temps avec des chiffres en promettant des emplois, mais on continue, les jeunes, d'être au chômage, de sortir des études et voilà, d'être des wagons vides. C'est un nouveau lapin du chapeau, et son chapeau a l'air profond. Mais enfin, pour l'instant, les emplois, on ne les voit pas. Mais pour compléter un peu cette question, c'est pas qu'une question de formation, monsieur Lagarde. Aujourd'hui, si je suis, pas moi, mais si un patron a le choix entre un jeune formé dans le 93, peut-être bien formé, et un jeune formé à Paris, peut-être bien formé aussi, il prendra le jeune de Paris. Et ça, c'est
une réalité concrète et vous ne pouvez pas la nier, que ce soit à Drancy ou ailleurs Je ne d'ailleurs. cherche pas à nier quoi que ce Comment soit. on fait pour ça? C'est pas un problème de formation. Je cherche à étager parce que je peux prendre un autre exemple pour revenir sur le vôtre. Celui qui en plus n'a pas la bonne formation et habite le 93, il est sacrément dans la merde. D'accord? Donc déjà au moins qu'il ait cette formation-là. Et après, on a un effort aussi à faire, et qui est peut-être collectif, de transformation de l'image de notre département, de vendre ce département pour son potentiel. Il faudrait peut-être qu'arrêter que les discours, ceux des politiques et parfois ceux des jeunes eux-mêmes, soient perpétuellement victimisants. Ah, on est victime de ci, on est victime de ça. Eh bien, on est victime de ce qu'on ne fait pas dans la vie. Jean-Christophe Lagarde, je vais vous donner quelques chiffres, puisque vous avez parlé tout à l'heure du département le plus jeune de France. C'est aussi le département où il y a le plus fort taux de jeunes au chômage. C'est aussi le département avec le plus d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Et en matière d'éducation, parce que c'est quand même ça qui nous concerne beaucoup ici au Bondy Blog Café, l'État consacre 47% de moins à l'éducation d'un élève en Seine-Saint-Denis qu'un élève de la ville de Paris. C'est le rapport de la Cour des comptes. Il manque 250 professeurs pour occuper tous les postes du département. Tous les jours, entre 50 et 60 classes, je dis bien 50 et 60 classes se retrouvent sans enseignants parce qu'il n'y a pas de remplaçants. Là, ce n'est pas de la victimisation. C'est quelque chose qui est quand même réel. Il y a des chiffres. Je peux juste, sur le département qui a le plus grand taux de chômage des jeunes, c'est valable en Ile-de-France, c'est pas valable comparé au reste de la France. D'accord. Maintenant, tout ce que vous venez de dire est vrai. Quand on parle de formation, je pense que tout ce que vous venez de dire est vrai sur la formation, y compris sur les moyens dont sont dotées nos propres universités. Il y a beaucoup plus à Paris qu'ici. Or, c'est beaucoup plus ici qu'on a besoin d'État et de services publics que là-bas. Et on nous compense, entre guillemets, ça à travers des contrats urbains de cohésion sociale, bref, quelques cerises qu'on nous met dessus, mais qui ne permettent pas d'alimenter le moteur. Donc je ne peux pas dire le contraire. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que c'était pas mieux avant. Mais ceux qui disaient avant, on va mettre des moyens ici, on attend toujours les moyens et on ne les voit pas venir. On parle beaucoup de la municipale à Paris, entre NKM et Anne Hidalgo. Je note d'ailleurs que dans cette thématique, on ne parle absolument pas de la banlieue, puisque ça s'appelle c'est le Paris intramuros, mais en même temps, les gens qui habitent ici en banlieue nourrissent et participent au prestige de la capitale. Donc là, cette thématique est bien sûr, et cette thématique on va bosser là-bas. Évidemment. Ça crée des richesses là-bas, mais c'est pas à nous que ça profite. Mais par rapport à nous ici en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'on va encore voter pour des listes, des gens qui sont là, ou est-ce que des idées fortes, des nouvelles personnes, un nouvel engouement pourrait susciter une adhésion encore plus forte des gens qui habitent la Seine-Saint-Denis? Moi, je pense qu'on ne peut pas globaliser la Seine-Saint-Denis avec les élections municipales. Elles ont lieu dans 40 communes qui sont toutes très différentes les unes des autres. Chaque ville a sa spécificité, sa difficulté. Le problème d'éducation qu'on vient d'aborder, il existe à Drancy. C'est pas le même qu'à Clichy. Et je suis sûr qu'entre Clichy et Saint-Denis, c'est pas le même non plus. Jean-Christophe Lagarde, on va parler Europe. Vous avez voté contre la Constitution en 2005, c'est ça? Oui. Vous faites partie finalement du centre droit, qui est plutôt pro-européen dans son ADN. Et là, il y a une espèce comme ça presque d'incompatibilité, mais que vous assumez. Et avant de vous laisser réagir sur votre position aujourd'hui sur l'Europe, je vous propose d'abord de regarder cet édito réalisé par les Kids. Elle n'a plus fière allure, l'Union européenne. Longtemps, elle a été un rêve. D'abord traité de Rome, puis Maastricht, puis Lisbonne. Et puis, l'Union européenne est devenue comme Brigitte Bardot. Une vieille séductrice qui a mal vieilli avec ses rides et ses points noirs. Aujourd'hui, l'Europe des peuples doit causer avec la dure réalité. Il y a tout ça, pourtant qu'il ne faut pas oublier. Comme à chaque fois, les Européens n'iront pas jusqu'aux urnes en pensant que tout ça ne sert à rien. En regardant tous les milliards bien cachés que les coffres-forts de Belgique ou Luxembourg ont su aspirer. À côté, il y a ces millions d'Espagnols et Grecs aux maisons bradées et aux portefeuilles pompés. En Europe, toujours, il y a ce pays, la Turquie, qui a renoncé à l'entrée dans l'Union, mais qui a déjà sa place parmi les grands. L'Europe est vite devenue un cimetière des rêves oubliés. Rien qu'à Lampedusa, combien d'hommes, femmes ou bébés qu'on ne veut pas voir pris par les vagues. Et combien d'histoires du bout du monde venus se coucher à nos frontières si meurtrières. Autant que les Afghans, les Africains, les Tunisiens, les Syriens, il y a les Roms européens pourtant qui sont les bienvenus nulle part. On dirait que l'Europe des droits et du vivre ensemble se taira à jamais. Alors qu'à côté, les extrêmes droites de tous les pays vocifèrent partout. Les fascistes qui s'amusent en Italie, le pouvoir norvégien qui abrite des islamophobes et Marine Le Pen qui est imitée par la classe politique française. Tout ça sous l'œil des silences complices. Il y a tout ça pourtant qu'il ne faut pas oublier. Alors comme au début, on n'a plus qu'à croire en un rêve qui est devenu un cauchemar. Voilà, c'était donc l'édito de Mehdi et de Badrou. Jonathan. Monsieur Lagarde, moi en tant que jeune, les deux seuls moments où je me sens européen,
c'est quand je voyage, parce que je voyage beaucoup plus facilement qu'avant mes compatriotes, et au moment où je peux aller faire Erasmus dans un autre pays européen. Autrement, j'entends que des choses négatives sur l'Europe, Lampedusa et autres. Vous qui avez voté contre l'élargissement de l'Europe en 2004, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe actuelle? Finalement, c'est que des problèmes l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Europe? C'est pas que des problèmes, ce serait une formidable solution, sauf qu'on est en train de faire crever le bébé. C'était pas du tout le projet. Aujourd'hui, l'Europe passe les 2/3 de son temps à s'occuper de l'accessoire et s'occupe jamais de l'essentiel. Quand on réunit 500 millions de personnes, qu'on est la première puissance économique du monde, qu'on a la deuxième monnaie du monde, mais la seule qui est incapable d'être défendue par un gouvernement, on accepte à un moment donné de mettre des moyens en commun pour ne pas subir la mondialisation. Ça veut dire avoir un gouvernement économique qui défend sa monnaie, une stratégie commerciale commune. Ce qu'on sait le mieux faire, on le met ensemble et on le vend à l'extérieur. Qu'on ait une stratégie énergétique et aussi qu'on ait une stratégie migratoire. Parce que on peut toujours, évidemment, montrer Lampedusa ou d'ailleurs ce qui se passe au sud de l'Espagne. Le problème, il est simple, c'est que vous avez des pays dont la démographie va nécessiter l'arrivée de populations extérieures. Et vous allez avoir un problème, d'ailleurs, interne à l'Europe, pas négligeable, c'est qu'entre les pays de l'Est qu'on a laissé rentrer en 2004 et un pays comme l'Allemagne qui va avoir un formidable besoin... Non, justement, c'est contre ça. On n'a pas bien fait. On aurait pu laisser... C'est contre ça que j'ai voté en 2004, et pas seul dans ma famille politique. Ça a affaibli l'Europe, finalement. De quoi? Bien sûr que ça a affaibli l'Europe. Seul de tous les députés français, sur les 577. Et pourquoi? Parce qu'on a décidé d'ouvrir les portes à des pays qui ne souhaitent pas justement qu'on puisse faire une fédération politique et un vrai moteur et un vrai pouvoir européen, qui souhaitaient un marché de libre-échange, juste une zone de libre-échange, et on n'a pas besoin des institutions européennes existantes pour ça. Vous êtes pour une fédération européenne, finalement? Bien sûr, je suis pour une Europe fédérale sur le plan économique, pour que nous ayons des stratégies communes, que nous ne soyons pas les naïfs du monde où nos frontières sont ouvertes au monde entier pendant que tous les autres s'arrangent pour bloquer nos produits. Et quand vous faites rentrer les 10 nouveaux pays membres, pays de l'Est, qui venaient de sortir de 50 ans de communisme et qui n'avaient certainement pas envie d'autre chose que du libéralisme parce qu'ils étaient dans la réaction totalement inverse, eh ben, on a foutu par terre le projet. Ceux qui ont eu en main... On sent que sur l'Europe, vous êtes quand même assez... passionné, comme sur tout le reste d'ailleurs, mais encore plus parce que là, on est en train de flinguer votre seule chance d'avenir et de ne pas subir la règle du reste du monde. Si on flingue ça, eh bien, je peux vous assurer que ça va être la débandade, non seulement pour la France, mais pour l'ensemble de l'Union européenne, sauf que comme on est le pays qui a le plus de mal à accepter de s'adapter à la nouveauté et au changement et à se regarder en face, c'est nous qui paierons le plus de comment acceptez-vous cette dichotomie qui existe aujourd'hui? Pour moi, le monde, maintenant, il est divisé en deux catégories, comme dans un aéroport. Il y a les ressortissants de l'Union européenne et il y a le reste du monde. Comment vous expliquez que les Européens peuvent voyager à travers le monde avec des sacs à dos, s'enorgueillir d'avoir des guides du routard, etc., d'être partout, d'écrire des blogs, et derrière, d'avoir des gens qui s'échouent dans des barques aux frontières de l'Europe, qui n'ont pas le droit de venir, qui n'ont pas le droit de venir en vacances, qui n'ont pas le droit de venir se faire soigner ici en Europe? Attendez, est-ce que l'Europe doit, pour le compte, accueillir tous les gens qui vont mal dans leur pays? Je parle de la circulation des gens. Et qu'il n'est pas normal que des gens ne puissent pas tous les gens du monde ne veulent pas venir en Europe. La circulation, les gens qui arrivent à Lampedusa, il ne me semble pas qu'ils cherchent à aller aux États-Unis. Non, Jean-Christophe Lagarde, l'immigration la plus importante, ce n'est pas Afrique-Europe, c'est plutôt Afrique-Afrique, Afrique-États-Unis. Je suis en l'occurrence pour que nous ayons une politique... Non, il ne faut pas donner l'impression que l'Europe est assiégée par des migrants. Attendez, je ne suis pas en train de donner cette impression, je dis simplement que nos États vont avoir un besoin démographique, qu'ils doivent à la fois le structurer, le qualifier, le contrôler et le réguler. Que tout le reste, c'est de la démago. Et de la démago qui, sinon, vous font apparaître les croix gammées de la fin du reportage. Premier point. Ça garantit aussi que les gens que vous accueillez, vous ne les envoyez pas dans un cul de basse-fosse, dans un ghetto dont ils ne sortent pas. Le corollaire, c'est que la sélection, vous prenez des gens compétents dans des endroits qui pourraient justement, développer, je pense notamment aux Africains. C'est pas tout à fait exact. Vous avez déjà regardé qui ramasse les poubelles dans les rues? Est-ce que ce sont des gens qu'on a sélectionnés pour être compétents? Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore prêts à le faire? Là, vous parlez de l'immigration des 30 Glorieuses. Moi, je vous parle de l'immigration d'aujourd'hui. On cherche des informaticiens, ça vient pas des 30 Glorieuses. Moi, je vois les gars qui passent dans ma rue, ils viennent pas des 30 Glorieuses. Ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Vous n'avez pas besoin que des ingénieurs et des médecins. En fait, moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes sur les jeunes de banlieue et l'Europe. En fait, le truc, c'est qu'ils sont très déçus de l'Europe. À la rigueur, limite, ça leur importe peu. Pourquoi? Parce que déjà, rien qu'en France, et on l'a dit tout à l'heure, la Seine-Saint-Denis, c'est comme si, en fait, vous voyez, vous l'avez dit, ça n'intéresse pas. Alors, pour le peu qu'il y ait 28 Seine-Saint-Denis en Europe, on est plongé, nous. En gros, la Seine-Saint-Denis, c'est un pays qui voudrait adhérer à l'Europe.
Excusez-moi, mais moi je suis habitant de la Seine-Saint-Denis, je suis citoyen de l'Union européenne et citoyen français. Je ne regarde pas tout à travers la Seine-Saint-Denis. C'est pas l'Union européenne qui va régler les problèmes de la Seine-Saint-Denis. Pardon. Comment on se sent européen en Seine-Saint-Denis? Parce que on est vous êtes européen, comment vous avez fait pour vous sentir européen? Ce n'est pas l'Union, parce que j'ai réfléchi à ce qui pouvait, de mon point de vue, être une perspective qui ne nous oblige pas à subir le reste du monde. Ce n'est pas l'Union européenne qui va régler les problèmes de la Seine-Saint-Denis. S'il n'y a pas assez de logements, ce n'est pas une politique européenne, c'est une politique française. La crise de l'éducation, ce n'est pas une politique européenne, c'est une politique française. C'est nous qui nous gourrons. C'est pas sur le reste. Alors que l'Europe ensuite, parce qu'elle a fait que la moitié du chemin, elle a ouvert un grand marché, elle l'a pas régulé. Elle a créé une monnaie, elle l'a pas défendue. Elle veut exister face au reste du monde, simplement elle se met pas une stratégie commune pour se battre et se colter avec les autres. Et les autres, pendant ce temps-là, ils nous prennent pour des passoires. Et si vous voulez qu'en Seine-Saint-Denis, on ait plus de boulot, on a besoin aussi de créer cette richesse ensemble. Oui, Jean-Christophe Lagarde, on va élargir nous aussi finalement ce débat et on va accueillir d'autres opinions, d'autres points de vue en donnant la parole finalement au public ici présent. S'il souhaite poser des questions, donc on va vous donner un micro. Très bien. Allez-y. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Aujourd'hui, vous êtes le seul député de l'opposition en Seine-Saint-Denis. Et en 2015, nous aurons à élire nos conseillers départementaux, ce qui est important pour nous en Seine-Saint-Denis. Et avec le redécoupage qui s'est passé sur les cantons, pensez-vous qu'aujourd'hui, on veut faire taire l'opposition en Seine-Saint-Denis? Le découpage imaginé par Claude Barthelone et par M. Troussel, le président du Conseil général, c'est une escroquerie démocratique indigne qui ne vise pas à affaiblir l'opposition, qui vise à garantir que le Parti socialiste fera de toute façon, quel que soit le vote des électeurs, entre 24 et 28 sièges aux prochaines élections départementales de 2015, à éliminer le Parti communiste parce qu'ils sont en train de vouloir s'en débarrasser après avoir été longtemps leurs alliés. Et grosso modo, dans le département, l'UDI et l'UMP pourraient au total avoir sur 42 élus, 4 élus, c'est-à-dire 10% pour à peu près 30% de l'électorat. Oui, c'est une escroquerie indigne, et d'ailleurs on portera un recours dessus contre ça auprès du Conseil d'État. J'imagine qu'il sera moins sous pression qu'il l'a été récemment. Mehdi. Bonjour Monsieur Lagarde, j'ai une question par rapport à l'UDI. On a l'impression quand même que c'est le parti des gens tristes, l'UDI, que c'est un parti où on retrouve à la fois les indécis et des gens qui courent un peu à leur perte. C'est peut-être un peu méchant dit comme ça, mais on a quand même l'impression que c'est un parti qui sera jamais mis en avant. Un petit parti avec beaucoup d'indécision. Merci Mehdi. Jean-Christophe Lagarde, très court. Je sais pas, j'ai peut-être donné le sentiment d'être triste, mais c'est pas... Non, mais pas vous, je pense. Il explique finalement qu'il n'y avait pas une fenêtre très très grande finalement. Ah mais moi je pense que la fenêtre elle est beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Ce qui est simple en vérité, c'est de faire de la caricature permanente. C'est de réagir toujours de la même façon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des votes surprenants, des positions surprenantes. On réagit toujours de la même façon selon qu'on se positionne à un endroit ou à un autre. Et un centriste, c'est pas de mélanger entre les deux. C'est d'essayer de regarder les choses comme elles sont. Et bon, alors c'est moins marrant, c'est moins excitant que Le Pen et Mélenchon, parce que Le Pen vous racontera toujours qu'il y a ces salauds d'étrangers, Mélenchon, il y a ces salauds de patrons, et puis on attend toujours la solution. Voilà. Et ben, c'est moins marrant, mais c'est peut-être plus efficace. Et quand on est aux responsabilités, en général, ça marche mieux. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde. En tout cas, vous avez eu l'occasion de parler aux Français ici en direct au Bondi Blog et aussi, bien évidemment, sur tout le territoire français. Avant de nous quitter, vous savez, il y a une tradition ici. On a l'affiche du Bondi Blog Café que vous devez dédicacer. Donc, on va vous l'apporter. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre à côté de Jean-Marc Ayrault. Vous pouvez la mettre à côté de Henri Guénaud. En tous les cas, la position géographique de votre dédicace ne sera pas interprétée comme une position politique. Oui, parce que là, sinon, je suis à l'extrême gauche. C'est pas mon truc. Avant de nous quitter, je voudrais d'abord remercier Kaina, Claire et Jonathan d'avoir préparé cette émission. Avant de conclure réellement, je voudrais vous parler d'une initiative portée par France Télévisions qui s'intitule #racisme ordinaire, les mots qui font mal. C'est une opération qui va être lancée le 6 février pour pouvoir lutter contre le racisme. Voilà, Jean-Christophe Lagarde, vous venez de terminer votre dédicace. Je vous propose de la lire à haute voix. Merci de votre invitation et surtout de montrer que dans notre département, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi beaucoup de talents et d'atouts. Je n'ai pas écrit parce que c'était trop long, mais merci de m'avoir ramené dans un quartier que j'ai fréquenté il y a une trentaine d'années quand j'étais au lycée. Merci beaucoup. Et moins longtemps que ça quand j'étais pion d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde. Cette émission est terminée. Merci à Jamart et à Zadig Productions de l'avoir produite. Et puis on se retrouve évidemment le mois prochain sur France O et LCP. Merci. Très bien, bougez pas. On va vous donner un mot. Merci.
sympa. C'était une interview, on va dire, dynamique. Il était abordable. Je trouve qu'il a fait des bons tunnels quand même. Il était plutôt honnête. Il essaye de définir un centre, mais comme c'est très dur de le définir, ça reste une question en suspens. Il était un petit peu agressif quand même. On sentait qu'il n'était pas, on n'était pas forcément à l'aise, mais lui non plus. Quand on essayait de le titiller, justement, je l'ai trouvé un peu sec à quelques moments, tu vois. Moi, j'ai un message à adresser à Jean-Christophe, c'est de ne jamais baisser la garde.